11h midi, seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Sud Radio. On continue la matinée ensemble jusqu'à midi. Ce matin, dans Seul contre tous, on va parler de la sécurité sociale et des résultats d'une étude qui m'ont beaucoup surpris. Selon une étude du cabinet Deloitte réalisée par l'IFOP, les Français sont prêts à faire des efforts pour réduire le trou de la Sécu. Près 1 sur 2 dit qu'il est prêt à manger plus sainement, par exemple, qu'il mange plus sainement que par le passé, qu'il pratique une activité physique régulière pour diminuer ses frais de santé. Mais ils ont besoin de motivation aussi, les Français. Ils souhaiteraient être récompensés de leurs efforts. Les brocolis vapeur mériteraient bien, par exemple, des réductions de cotisations mutuelles. Mais ce qui m'a le plus surpris dans cette étude, c'est la suite. 70% des personnes interrogées, c'est énorme, vous allez le voir, 70% adhèrent à l'idée que chacun devrait payer pour sa santé en fonction des risques pris dans la vie courante. Ça veut dire que pour 7 Français sur 10, les fumeurs, les buveurs et les sportifs qui pratiquent des sports violents ou ceux qui font de la moto par exemple devraient payer plus que les autres. Bah oui, c'est logique qu'ils soient moins remboursés puisqu'ils mettent en danger leur santé et qu'ils coûtent plus cher au système. Eh bien moi, je souscris complètement à cette idée. Ce serait la fin de l'universalité des prestations de la Sécu, le début d'une ère de responsabilisation de chacun. Votre santé, c'est votre mode de vie après tout, alors que chacun paye en fonction de ses choix. Ça me paraît normal. Et vous, d'accord, pas d'accord? Vous réagissez sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, sudradio.fr. J'attends vos appels aussi. Venez nous dire ce que vous en pensez. 0826 300 300. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Je suis favorable à l'idée qu'il faut moduler les frais de santé en fonction de votre mode de vie. Selon que vous fumez, que vous buvez, vous prenez des risques. Vous conduisez une moto aussi, par exemple. Eh bien, c'est normal que vous soyez moins bien remboursé, qu'on vous fasse cotiser plus. Qu'en pensez-vous? Vous réagissez aux 0826 300 300. On attend vos appels, les réseaux sociaux aussi, sur lesquels vous pouvez nous laisser vos messages, sudradio.fr, sur la page Facebook de Sud Radio ou encore sur Twitter. On va en débattre avec nos invités dans un instant. Mais tout d'abord, on accueille Kevin Michel. Bonjour Kevin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors là, cette enquête du cabinet Deloitte, ce baromètre santé, se penche sur ce que les Français pensent de leur système de santé. Qu'est-ce qui ressort de cette étude, Kevin? Écoutez, cette étude montre que 86% des Français sont satisfaits de la qualité de leur système de santé. Ils sont en revanche tout autant à considérer qu'il devrait se dégrader dans les prochaines années et que les remboursements seront moins importants. Plus on avancera dans le temps, moins ces remboursements seront importants. Alors il y a la question centrale aussi de toucher ou non à ce vieux principe qui date de 1945, l'universalité du système de santé. C'est de cela dont il va être question dans cette émission aujourd'hui. Kevin. Oui, et là, les mentalités sont clairement en train de changer. 70% des personnes interrogées estiment que chacun devrait participer à la prise en charge des frais de santé en fonction des risques pris durant sa vie de tous les jours. Autrement dit, vous l'avez dit, les fumeurs, ceux qui boivent ou ceux qui pratiquent par exemple des sports extrêmes devraient payer plus que le reste des Français. Alors ce changement de mentalité s'inscrit en totale rupture, on le disait, avec les fondements même de la sécurité sociale. Et mon Dieu, la France est prête à revenir sur un principe qui date de 1945, époque à laquelle Pierre Laroque, véritable penseur de la Sécu, déclarait « Tout le monde doit participer à son financement dans la mesure de ses moyens ». Pourtant, la logique du fumeur-payeur existe déjà pour une branche de la sécurité sociale, celle des accidents du travail et des maladies professionnelles. Une partie des cotisations AT-MP, comme on les appelle, versées par les employeurs dépend de la qualité des conditions de travail dans les entreprises. Et figurez-vous que ce principe dérogatoire a été ébauché dès l'exposé des motifs de l'ordonnance du 4 octobre 45, ordonnance qui, on l'a dit, a jeté les bases de la sécurité sociale. Alors, en jeu aujourd'hui, le déficit de la sécurité sociale, très important, mais qui, notons-le quand même, Kevin, se réduit, se comble petit à petit depuis 2010. Oui, de 24 milliards, il vient de passer sous la barre des 10 milliards. C'est du jamais vu depuis 2007, c'est-à-dire l'année qui a précédé le début de la crise financière. Nos politiques pourront toujours se réjouir en affirmant qu'après s'être creusé en 2013, le déficit de la branche maladie diminue de 300 000 euros. Il n'empêche, il représente à lui seul tout de même 6 milliards et demi d'euros. Trop de dépenses, pas assez de recettes. Il est le principal poste de dépenses. Alors, vous voulez mettre le focus, Kevin, sur l'exemple des fumeurs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par là? Oui, parce que plusieurs études montrent que le tabac et ses conséquences coûtent cher à la société. Près de 48 milliards d'euros chaque année. C'est 3% de notre PIB qui part en fumée. Les arrêts maladie liés au tabac coûtent plus de 18 millions d'euros aux entreprises, autant que les dépenses liées aux soins. En Belgique, des DRH ont calculé que 10 pauses cigarettes de 10 minutes chaque jour équivalent à 24 journées d'absence au travail tout de même. En 2020,
2007, une personne tuée sur la route. Et là, je m'intéresse maintenant à l'alcool, évidemment. En 2007, une personne tuée sur la route coûtait un peu plus d'1 million d'euros entre les premiers soins, les coûts matériels et les frais généraux. Alors, loin de moi l'idée d'accabler, évidemment, les accidentés de la route et les personnes qui se tuent. Mais quand on sait que les principales causes d'accidents sont liées à la vitesse et à la consommation d'alcool, ça fait quand même réfléchir. Alors, sur cette question d'universalité des prestations de la sécurité sociale, le tabou a déjà été en partie levé par le gouvernement au sujet des allocations familiales. Oui, Kevin. même si ce n'est pas tout à fait pareil, parce que la modulation se fait en fonction des revenus. Le gouvernement lève effectivement le tabou. Alors certes, les familles les plus aisées perdront en moyenne 127 € par mois. Là, on parle évidemment de celles qui touchent le plus d'argent. Malgré tout, ça ne concernera qu'une famille sur 10, ce n'est pas grand-chose. Un couple qui touche un peu plus... 500 000 familles quand même, Kevin. Une famille sur 10. Non, mais là, quand je parle des familles les plus aisées, évidemment. Après, je fais un petit focus donc sur un couple, par exemple, qui touche un peu plus de 6 000 € par mois, eh bien, il verra ses allocations baisser de 10 € seulement. C'est quand même pas grand-chose. Et moi, je trouve que c'est quand même une très bonne nouvelle quand on sait qu'il y a 865 millions d'euros d'économies à la clé. Oui, enfin, sur un budget total de prestations sociales versées donc environ 70 milliards d'euros. Mais ça, plus ça. Ça reste pas grand-chose. On attend à ce principe d'universalité sur les allocations familiales que je trouve pour le moins incontestable. En revanche, sur les questions de sécurité sociale, je pense que ça peut être une bonne idée. On va en parler avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Didier Leprince-Ringuet, il est le co-porte-parole des familles plumées. Bonjour Didier Leprince-Ringuet. Bonjour. Avec nous également Catherine Lemorton, députée PS de Haute-Garonne, présidente de la Commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale. Bonjour Catherine Lemorton. Bonjour. Alors, chose assez étonnante, vous êtes l'une des têtes penseuses, si je puis dire, de la fin de l'universalité des allocations familiales. On les module à partir du 1er juillet. Quand on évoque cette même idée concernant la sécurité sociale, la grande inquiétude des associations familiales, c'est qu'on touche à ce principe d'universalité des prestations sociales. Là, vous aussi, vous n'êtes pas d'accord. Alors, expliquez-moi pourquoi vous soutenez l'idée qu'il faut mettre fin à l'universalité des allocations familiales, mais pas à celle de la sécurité sociale. D'abord, je rappelle que ce n'est pas une idée du gouvernement, comme vous l'avez dit au départ, c'est une idée des parlementaires du groupe socialiste. Ensuite, on ne met pas fin à l'universalité, parce que l'universalité, elle n'a jamais eu lieu sur les allocations familiales. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a des gens qui touchent, un couple qui touche 6 000 - 7 000 € et qui a 2 enfants, touche 169 € d'allocation familiale à peu près, je crois. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a des couples qui n'ont qu'un enfant, qui gagnent péniblement 1 800 €. Eux, franchement, avec un enfant, si on leur donnait 60 € par mois, je pense qu'ils les accepteraient avec plaisir. Donc l'universalité en soi n'a jamais existé. J'espère que sur un retour à bonne fortune, nous pourrions le faire. On ne peut pas comparer l'arrivée d'un enfant dans la famille par rapport à la santé, voire la maladie. La santé est un risque en soi. Quand je dis la santé, le fait de perdre son capital santé est un risque qu'on ne maîtrise pas. Avoir des enfants, j'ai pas toujours dit que c'était un choix. Il y a des grossesses qui arrivent, qui ne sont pas désirées, qui vont jusqu'au bout, qui ne sont pas désirées, on le sait. D'ailleurs, d'où l'importance du débat sur l'IVG et d'améliorer l'accès à cette IVG. Le fait d'avoir des enfants reste néanmoins un choix dans la très grande majorité des cas. Avoir un cancer, avoir une bronchite qui tourne mal, avoir de l'asthme, naître avec une maladie auto-immune qui se déclare, une sclérose en plaques, je ne pense pas que ce soit un choix dans la vie. Donc l'universalité... Fumer, faire de la moto... Oui, mais c'est ça, Madame Lemorton, parce qu'on parle de 2 problèmes différents. Vous dites que la perte du capital santé ne se maîtrise pas. Si, en l'occurrence, quand on parle des fumeurs et des gens qui boivent et qui prennent la route derrière, si, ça se maîtrise, ça. Voilà, c'est pour ça qu'il y a 2 types de prévention, 2 niveaux de prévention. On a la prévention primaire qui dit... sans faire de morale, je ne suis pas là pour faire de la morale et de blanchir la société comme un bloc chirurgical. Je redis, c'est pas bien pour la santé de fumer. C'est pas bien d'abuser de l'alcool. C'est interdit de fumer du cannabis. C'est pas bien d'avoir des rapports sexuels non protégés avec beaucoup de partenaires. Je peux vous en dire, c'est pas bien de rouler au-dessus de 90 km/h, puisqu'on sait que au-delà de la sanction de la gendarmerie ou de la police, on sait qu'en plus on prend plus de risques sur un accident de voiture. Donc c'est tout ça les risques qu'on prend. Donc ça c'est la prévention primaire. Quand cette prévention primaire n'a pas marché, c'est-à-dire que les gens sont rentrés ou dans l'alcoolisme, ou dans le tabagisme, ou dans les addictions en général, l'addiction au sexe, l'addiction aux écrans, l'addiction à tout comportement. C'est ça qui est en ce moment en train de frapper notre pays, les addictions à toute forme de comportement. Eh bien, il faut une prévention secondaire.
Donc voilà, c'est là où on dit maintenant, vous êtes rentré dans le tabac, on va vous aider à en sortir pour éviter que vous développiez un cancer, puisqu'on sait que vous avez plus de chances de développer un cancer. Alors quand j'entends, il faudrait moduler en fonction des risques pris. Quand on voit, je vais faire un parallèle qui est d'actualité. Quand on voit la difficulté des entrepreneurs aujourd'hui qui nous disent votre compte pénibilité, ce compte pénibilité qui va être mis en place pour les travailleurs en 2 temps. Allégé, simplifié. Qui va être simplifié, mais qui va en tout cas être mis en 2 temps. Oui, non, mais c'est un parallèle. On a 4 facteurs de pénibilité, c'est déjà difficile à calculer juste pour écrire sur une fiche. Vous imaginez, si je vais dans votre sens, moi je suis contre, évidemment, vous l'avez compris, je vais dans votre sens, on va pister les gens, on va les tracer toute leur vie pour savoir s'ils ont un cancer parce qu'ils ont été fumeurs passifs, ils ont été fumeurs actifs, combien de temps, à cause de quoi il est tombé dans l'alcool, est-ce qu'au fond c'était parce que c'était le patrimoine français, on s'est pas rendu compte qu'il en buvait trop. Non mais ça implique un certain flicage, vous avez raison. Attendez, combien de rapports vous avez vous avez eu un papillomavirus là au niveau du col de l'utérus là. Pourtant, si vous étiez la génération, vous pouviez faire le vaccin. Pourquoi vous n'avez pas fait le vaccin? Bon, vous n'avez pas fait le vaccin. Pourquoi vous avez couché avec 3 hommes et puis vous n'êtes pas protégé, madame? Pourquoi, monsieur, vous avez pas dit que vous étiez porteur d'un herpès? Non, mais attendez, je veux dire, voilà où on va tomber. Dans ce que vous proposez, voilà dans quoi on va tomber. Ben moi, cette société-là, j'en veux pas. Mais cela dit, ça existe déjà. Il y a l'assureur AXA qui propose, par exemple, qui vous propose de payer moins de cotisations si vous acceptez de porter un podomètre, d'accepter de fournir aussi quelques données sur votre santé. Si vous êtes sportif, eh bien, ça vous permet de payer moins cher. Mais je vous remercie. Je veux dire, la société connectée de demain, Catherine Lemorton, c'est ça, les gens consentent à cela. C'est la différence entre la solidarité nationale, telle que Pierre Laroque l'a voulu, vous l'avez évoqué, et une assurance privée qui va faire payer en fonction du risque. Donc la solidarité nationale restera universelle, l'accès aux soins restera universel, et on ne va pas tomber dans ce flicage des gens de leur naissance, voire même in utero. Parce que un enfant qui naît d'une femme qui a fumé, alors on va le rendre responsable d'avoir des problèmes de santé à 2 mois, 3 mois, parce que sa mère a fumé pendant qu'il était... ou que le père qui vivait avec la mère fumait toute la journée. Alors voilà, il y a le spectre effectivement d'une société eugéniste qui favorise, qui maximise les comportements jugés positifs au détriment des autres. Ça, effectivement, c'est intéressant qu'on en parle. Et d'ailleurs, on va en parler au fil de l'émission. On accueille Didier Le Prince-Ringuet, qui est avec nous, co-porte-parole des familles plumées. Les familles plumées qu'on a vues vent debout lorsqu'il y a eu ce débat sur l'entrée en vigueur de la modulation des allocations familiales. Didier Le Prince-Ringuet, vous avez été d'ailleurs parmi les premiers à faire le lien. Aujourd'hui, on module les allocations familiales et demain, peut-être aussi la sécurité sociale. Et ça, vous êtes fermement opposé à cette idée. Oui, bien sûr. Je crois que je partage quand même beaucoup de choses qui ont été dites, mais pour autant, nous estimons que ce principe qui veut qu'il y ait un équilibre, une solidarité qui est créée par le fait qu'on cotise en fonction de ses moyens et on bénéficie du système en fonction de ses besoins, est quelque chose qui crée une très grande solidarité. Je voulais aussi préciser qu'il y a différents types de solidarité et que il ne faut pas être aveuglé par une seule. Il faut aussi regarder les différents aspects. Il y a une solidarité évidemment essentielle avec les plus démunis, donc ceux qui ont le moins de moyens, et donc il y a effectivement beaucoup de prestations qui sont sous condition de ressources. Pour 65 milliards d'euros, il y a beaucoup d'aides sociales. Il y a la PAGE, il y a l'allocation de rentrée scolaire, voilà, qui sont déjà soumises à condition de ressources. Voilà, 65 milliards. Bon, et après sur la sécurité sociale, Didier Le Prince-Ringuet, l'idée que, eh bien, selon votre mode de vie, selon comment vous vous comportez, eh bien, on module le niveau de vos cotisations, le niveau de votre remboursement aussi. Bon, c'est vrai que ça fait un peu politique punitive, hein, c'est-à-dire on vous sanctionne si vous n'avez pas les comportements jugés les plus sains. Moi, sur ce système-là, je trouve qu'il est équilibré. Évidemment, il faut inciter les gens à limiter les risques du tabagisme, de l'alcoolisme. Mais comme l'a dit Madame Lemorton, après, une fois qu'on est dans la déviance, il faut regarder. Et puis, il faut regarder les choses globalement. Et je trouve quand même que ce système où finalement on cotise proportionnellement à ses revenus, et puis tout le monde bénéficie en fonction des risques et des situations difficiles, c'est très bien. Ce qui me choque beaucoup, en fait, c'est que ce qui vaut pour ce système-là, même si on peut discuter du fait que, en ce qui concerne la politique familiale, c'est pas les mêmes types de risques, évidemment. Oui. Enfin, quand on a contracté un emprunt et qu'on a 40% de ses revenus pour payer sa maison et puis qu'on a des enfants à nourrir, on est devant une situation difficile. Et même à 8 000 euros par mois, 169 euros, on ne crache pas dessus. Vous savez
quand on a 4 enfants et qu'on a 7 000 euros, mais qu'il reste plus que 3 000 euros pour payer une fois qu'on a financé le logement et tout ça, Madame Hidalgo elle-même disait que c'était pas complètement évident. Surtout si, vous savez, les banques, elles ont prêté de l'argent pour les logements. Oui, non, mais d'accord, on va pas pleurer sur des gens qui touchent 7 000 euros par mois quand même, franchement. Non, le niveau de vie, vous savez, l'INSEE et l'OCDE sont des références quand même, et comparent les niveaux de vie des familles de composition différentes. Le niveau de vie moyen en France, c'est représenté par un célibataire moyen. Je parle pas d'accord. C'est représenté par un célibataire qui gagne 2 000 euros. Oui. Voilà, un couple qui gagne 3 000 euros, un célibataire qui gagne 2 000 euros, ou des familles qui gagnent 6 000 euros ont le même type de niveau de vie. Enfin, quand on gagne 6 000 euros avec 2 enfants, on est à 20% effectivement au-dessus du niveau de vie. Mais aujourd'hui, arrêtons de dire que c'est pour les familles aisées, cette affaire de modulation. Quand on a 6 enfants et qu'on est à 20% en dessous du niveau de vie moyen, on perd ses allocations familiales. Du moins, elles sont divisées par 2, en dessous du niveau de vie moyen en France. Bon, alors effectivement. Donc, arrêtons de dire ça parce qu'il faut arrêter de regarder les ressources sans regarder les charges. Oui, bien sûr. Mais alors là, on ne parle pas seulement de niveau de revenu, on parle aussi de mode de vie. Et c'est vrai que la proposition que je fais ce matin implique effectivement qu'on collabore un petit peu, qu'on donne un petit peu de ces données personnelles. Aujourd'hui, c'est très à la mode. Néanmoins, il se trouve qu'aujourd'hui, de sondage en sondage, on constate que de plus en plus de Français sont assez favorables à cette idée. Certains, tout le monde a-t-il pris conscience de ce que cela implique? Pas évident, justement, mais on va en parler. Qu'est-ce que ça impliquerait tout cela? Le fait de devoir transmettre certaines données sur sa vie privée pour évaluer combien vous devriez percevoir en frais de santé, combien vous devriez cotiser, votre niveau de remboursement. Tout ça pose aussi beaucoup de questions, mais néanmoins, ça peut être à la clé être source véritable d'économie. Et puis je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi que ça inciterait quelque part à faire un peu plus attention, parce qu'il y en a un peu marre de ce discours de compréhension et de tolérance à l'égard de celui qui tombe dans le tabac ou qui tombe dans l'alcool. Allez, on continue à en parler. D'accord, pas d'accord, vous réagissez 0826 300 300. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. La modulation des frais de santé en fonction de votre mode de vie. Voilà une idée un peu révolutionnaire aussi aujourd'hui, qui suscite une certaine hostilité de la part de nos invités. Didier Leprince-Ringuet, porte-parole des familles plumées. Catherine Lemorton, députée PS de Haute-Garonne, présidente de la commission des affaires sociales à l'Assemblée. Alors sur cette idée de moduler les frais de santé, Catherine Lemorton, il y a quand même une certaine adhésion aujourd'hui des Français. D'enquête en enquête, je le disais, les Français qui se disent prêts à participer à l'effort de redressement des comptes de l'État. Pourquoi pas toucher aux allocations familiales? Pourquoi pas toucher aux allocations chômage? Pourquoi pas toucher aussi au niveau des remboursements de la sécurité sociale? Pas forcément des complémentaires, mais en tout cas de la sécurité sociale. Les Français sont prêts aujourd'hui à toucher à cela. Alors on en pense qu'on veut, mais néanmoins quand même, il y a quand même un signal fort qui est envoyé aujourd'hui par le corps électoral, par le corps social en direction des politiques. Bon sang, pourquoi ça ne bouge pas? Moi, j'ai envie de vous renvoyer le chiffre que vous m'avez donné tout à l'heure. Vous m'avez dit que 86% des gens sont satisfaits du système de santé. Pourquoi ils sont satisfaits du système de santé? Oui, mais tout autant, on pense aussi que ça va décliner. Parce que on va y venir. Quand ils rentrent dedans, ils voient très bien qu'ils sont bien remboursés. Depuis juin 2012, nous n'avons rien déremboursé. Nous avons pu baisser des taux de remboursement. Mais ça, il faut savoir, pour ceux qui nous écoutent, que les médicaments sont réévalués régulièrement. Il y a des vieilles rognes qui datent d'il y a 30 ans et qui, franchement, n'ont plus lieu d'être sur le marché. Donc on baisse leur prix, on les dérembourse, voire on les supprime du marché, et c'est normal. Après, dans les années à venir, il y a des grands défis qui se présentent à nous. Et il y en a eu un dernièrement, on a bien vu, c'est le traitement de l'hépatite C. Traitement de l'hépatite C, Marisol Touraine a réussi à négocier 42 000 euros. Au début, le laboratoire en voulait près de 60 000 euros. Oui. On est à 42 000 euros par patient. Vous parlez du Sovaldi, là. Exactement. Ce médicament, oui. Pour le coup, ça soigne quasi 100% des cas. C'est vrai que ça soigne. Mais c'est quand même un vrai défi. On est presque à 1 milliard d'euros de frais rien que sur cette pathologie-là. Moi, je dis aux Français qui disent on veut moduler. On veut moduler, d'accord. Alors, on le paie comment, là, le traitement en fonction des risques on négocie avec le laboratoire, parce qu'à 42 000 euros, on sait qu'il marche quand même à près de 50%. Voilà, quand même. On va, à long terme, faire des économies. N'empêche qu'en attendant, il faut les sortir, les 800 millions d'euros ou le 1 milliard de la sécurité sociale. Or, les défis qui se présentent à nous, d'abord, c'est un vieillissement de la population, puisqu'on augmente l'espérance de vie et on espère faire vieillir les gens dans les meilleures conditions possibles. Donc ça veut dire des traitements qui vont les accompagner. Et ensuite, on a des stratégies thérapeutiques par les laboratoires qui sont des bonnes stratégies, puis sont des stratégies très ciblées sur des faisceaux de population assez étroits. Bien, ça veut dire que le médicament, il est cher sur le marché.
Eh ben, notre sécurité sociale, il faut qu'elle continue à fonctionner comme ça pour pouvoir être en capacité de rembourser ces traitements qui nous arrivent, qui vont être très chers. Je parle de traitements ciblés sur des cancers qui vont être marqués, qui vont être bien ciblés par population. Et les laboratoires, pour ça, travaillent sur ces stratégies-là. Ce sont des bonnes stratégies thérapeutiques. Sauf que notre sécurité sociale, il va falloir qu'elle tienne le choc. Oui, mais moi, Madame Lemorton, quand je vous parle de modulation, qu'on soit bien d'accord, pour en revenir 2 secondes au tabac, je vous entendais parler tout à l'heure, le tabac coûte à la France plus de 1 500 € par seconde. Et c'est un impôt indirect pour chaque Français de 772 €. Donc moi, je suis désolé, libre à chacun de faire ce qu'il veut avec sa santé. Évidemment, il ne s'agit pas de stigmatiser, mais moi, j'ai pas envie, personnellement, de payer 772 € d'impôts supplémentaires pour des gens qui mettent leur santé en danger. Ah oui, il y avait ce débat sur la fixation du paquet de cigarettes à 13 €. €. C'est une manière de rétablir, de moduler les frais de santé. Je vais donner un exemple parce qu'il faut des fois que les Français qui nous écoutent voient un peu les anecdotes dans l'hémicycle où le débat tombe des fois au fond du seau, honnêtement. On sait aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé que le premier levier pour faire baisser la consommation de tabac, c'est la hausse massive du prix. Qu'est-ce que j'ai entendu dans l'hémicycle ? Ah ben oui, mais il y a une inégalité d'accès aux cigarettes. Voilà ce qu'un député a osé dire. Autant je peux entendre parler d'inégalité d'accès aux soins, il faut y remédier. Il est sous la coupe du lobby du lui, tabac. Je pense qu'il portait les amendements du lobby des cigarettiers, voire des buralistes. L'inégalité d'accès au tabac, mais j'en ai rien à faire, moi, de l'inégalité d'accès au tabac. Au contraire, moins on y accède et mieux c'est. Et je salue le plan courageux de Marisol Touraine contre le tabac. Oui, qui n'est pas allé jusqu'à justement cette augmentation massive du paquet de cigarettes. Alors, justement, on va faire de l'information législative. Ce n'est pas dans une loi comme ça qu'on augmente le prix du tabac, c'est dans une loi de financement. Et c'est en octobre-novembre, quand on parle des lois de financement. Quand on parlera de PLFSS, c'est horrible acronyme. Et PLF. Didier Leprince-Ringuet, sur cette histoire de modulation des frais de santé. Alors voilà quand même des exemples quand même bien concrets. Le point de vue des associations familiales, quel est-il à ce sujet ? Je crois que ce qui est intéressant dans le sondage que vous avez mentionné, il y a 2 choses. Moi, j'y vois deux éléments. Le premier, c'est que les gens effectivement regardent de manière assez globale à la fois le financement des prestations et à qui on attribue ces prestations et se posent des questions. Ça, c'est plutôt bien qu'on regarde les choses dans leur globalité. Ce qui n'a pas été le cas du gouvernement quand on parlait des mesures sur les allocations familiales. Mais bon, par contre, le deuxième sujet qui m'interpelle, c'est que même s'ils ont raison de regarder ça de manière globale, on sent, et c'est une dérive de la société actuellement, on sent beaucoup d'individualisme et j'allais dire une tendance sur laquelle nous nous opposons, et c'est ça le point fondamental, c'est qu'il y a un peu une dérive du chacun pour soi et chacun regarde son comportement et ce qu'il aimerait pour lui. Et nous pensons qu'il y a un vrai risque de cohésion nationale, de cohésion sociale, qui nous semble être le sujet principal dont on discute. Et c'est vrai que quand vous regardez les différents mécanismes de protection sociale, il faut faire très attention. La solidarité, aujourd'hui, on peut prendre 3 exemples. Il y a des solidarités verticales, il y a entre gens plus aisés et gens moins aisés, il y a des solidarités qu'on appelle horizontales, entre toutes les familles, et elle n'est pas antagonique, elle est complémentaire. Vous pensez à quoi d'ailleurs, par exemple, quand vous parlez de solidarité horizontale ? À deux volets principaux. Le premier, c'est les retraites. Vous savez, quand vous regardez les 700 milliards de protection sociale, il y a la moitié. Ça passe dans la retraite, effectivement. C'est quand même 2 fois plus que les assurances maladie. 150 milliards pour l'assurance maladie, 300 milliards pour les retraites. Donc il faut parler des choses les plus volumineuses. 300 milliards, c'est de la solidarité, qu'on le veuille ou non, entre familles, avec enfants et sans enfants. Vous savez que le système par répartition fonctionne que sur ça. C'est 300 milliards. La solidarité entre familles avec et sans enfants, qui est aussi essentielle, qui bien aujourd'hui n'empêche pas d'être solidaire des plus démunis, mais elle est complémentaire. Dans la politique familiale, c'est le seul petit élément qui restait à hauteur de 15 milliards d'euros. C'est-à-dire que c'est comme si vous voyez une contribution à l'investissement de 1 qui en fait permet d'avoir une rentabilité, excusez-moi du terme, de 25. Aucun chef d'entreprise couperait un investissement de 1 qui lui rapporte 25 tous les ans. C'est un peu ce que le gouvernement est en train de faire en massacrant la politique familiale, le peu de politique familiale qui restait. Voilà. Et donc, nous sommes assez choqués de voir Didier Leprince-Ringuet, à longueur de tribune signée par les familles plumées, vous avez dit quand même dans tout ce débat qui a précédé l'adoption de la modulation des allocations familiales, écoutez, regardez, on fait ça pour les allocations familiales et demain, on fera pareil pour la sécurité sociale. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir concrètement, Didier Leprince-Ringuet, vous craignez quoi comme conséquence
pour les familles, si jamais on attentait à ce principe de fin de l'universalité des prestations de sécurité sociale. Je pense que le premier système qui est menacé n'est pas, même si ça peut arriver aussi, en particulier, je vais faire une petite parenthèse, mais Madame Le Morton parlait tout à l'heure de l'IVG, qui n'est pas un risque lié à la maladie, hein. Et c'est vrai que c'est assez incompréhensible, même si c'est un tabou dont on ne veut pas discuter, c'est assez incompréhensible qu'un couple qui gagne 10 000 euros, qui attend un enfant, c'est sa liberté et je n'ai pas de jugement à porter sur son comportement. Mais enfin, s'il décide un IVG, on lui rembourse totalement. S'il décide de garder l'enfant, on lui coupe ses allocs par 4. C'est assez incompréhensible. Donc on voit bien que même sur des aspects de la sécurité sociale, et en particulier les aspects qui sont pas liés à la maladie, la dérive va arriver parce qu'au bout d'un moment, les gens vont plus comprendre. Donc il y a effectivement un vrai risque d'atteinte au principe de remboursement indépendamment des ressources. Alors Catherine Le Morton n'est pas très d'accord avec votre scénario. Là, je bondis de ma chaise. Enfin, je veux dire, on comparait le fait d'avoir un enfant qu'on veut garder et à salaire égal parce qu'on gagne 10 000 euros et un couple qui décide, d'ailleurs, la femme décide de disposer de son corps et ne veut pas de cet enfant, ne veut pas de cette grossesse. Ne parlons même pas d'enfant, ne veut pas de cette grossesse. Ça n'a rien à voir. Elle ne veut pas de cette grossesse, normal qu'on lui permette d'accéder à l'IVG au plus vite. Ça n'a rien à voir ensuite avec le problème des allocations familiales. Normal qu'on la laisse avoir cet enfant si elle le souhaite aussi, non ? Le droit est dans les deux sens. Enfin, il me semble que... Je ne pense pas qu'une femme qui tombe enceinte et qui veut garder cet enfant, on lui impose de passer devant un centre d'orthogénie en lui disant « Vous avez pensé à avorter ?» Non, je ne pense pas. Enfin, si ça se passait comme ça dans notre pays, je serais... c'est ce que vous êtes en train de me dire. Nous n'interdisons à aucune femme de mener une grossesse à terme. Par contre, je fais partie de celles et de ceux qui veulent qu'elle accède à l'IVG le plus vite possible quand elle a décidé de ne pas garder cette grossesse. Mais c'est pas un problème, mais si elle a 10 000 euros, elle peut très bien accéder le plus vite possible, mais en finançant elle-même l'IVG. Je ne vois pas pourquoi elle aurait besoin d'aide pour cela, alors que vous dites qu'elle n'a pas besoin d'aide pour élever son enfant. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. L'IVG est remboursé à 100% pour toutes les femmes. Et c'est remboursé à 100% pour toutes les femmes. J'estime qu'une grossesse pas voulue, qui est menée à terme avec un enfant qui peut être en plus, qui peut naître sous X. Ne me dites pas, monsieur, que vous êtes d'accord pour dire que c'est bien de faire un accouchement sous X. Quand je dis c'est bien, c'est-à-dire est-ce que vous croyez que celle qui fait ça est bien ensuite, qu'il n'y aura pas des séquelles dans sa tête pour l'enfant ensuite, qui sera sans doute adopté par un couple qui l'aime, c'est évident. Enfin, on peut pas comparer. Elle veut avorter, elle est remboursée à 100%. J'avais pas envisagé ce cas de figure. Serait de moduler le remboursement. Je parle pas de fait de le faire, je parle de moduler le remboursement par 50% pour ceux qui ont plus de 6 000 euros et par 75% pour ceux qui ont plus de 8 000 euros. Il n'y a aucune logique à ne pas le faire par rapport à ce que vous avez fait sur les allocations familiales. Si je vais sur votre principe, l'accouchement n'est pas une maladie, la maternité n'est pas une maladie, alors maintenant ce sera en fonction des revenus. Enfin, c'est pas raisonnable. Mais c'est pas raisonnable. Bien entendu, c'est pas ce que je propose, mais c'est ce que je suis en train de c'est le même principe. C'est exactement le même principe. Oui, mais bien entendu, c'est là où je rentre dans le débat de l'animateur. C'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le coin que vous avez enfoncé sur les allocations familiales, c'est effectivement, et le sujet de l'émission est très pertinent, même si je suis effectivement opposé à la conclusion, mais j'y peux rien, moi, c'est pas moi qui ai commencé par faire la modulation des allocations familiales. Inéluctablement, vous avez provoqué quelque chose qui va y mener, et le débat est tout à fait pertinent ce matin. C'est vrai qu'on peut pas s'empêcher de faire le parallèle, Madame Le Morton, franchement. Oui, voilà, c'est vrai que c'est ce que beaucoup reprochent aujourd'hui. C'est pour ça que je redis que ce n'est pas la même chose. Dans la plupart des cas, on a un enfant parce qu'on le choisit. Quand on a un cancer, on ne l'a pas choisi. Quand on a un infarctus, on ne l'a pas choisi. Quand on a des migraines récurrentes, on ne les a pas choisies. Enfin, je peux vous détailler ne serait-ce que les 31 affections longue durée. On ne les a pas choisies. Beaucoup de familles qui doivent nourrir leurs enfants aujourd'hui et payer leurs emprunts n'ont pas choisi la situation financière dans laquelle vous les mettez. Alors, finalement... Au-dessus de 6 000 et 8 000, ça va, monsieur. Je pense qu'il y a des gens qui nous écoutent. Didier Le Prince-Ringuet, on va devoir marquer la pause. Moi, je voudrais juste vous dire un truc, peut-être que ça va vous choquer, mais c'est pas grave, je suis là pour ça aussi. Je veux dire, moi, personne n'oblige des familles à avoir 5, 6, 7 enfants. Je veux dire, si moi j'ai un enfant demain, si j'en ai 2, etc., je sais forcément que ce sera... C'est pas ce que je vous dis. Mais attendez, très simplement, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'à un moment, faut pas non plus vivre au-dessus de ses moyens. Je suis désolé, voilà. Je suis même étonné que les banques acceptent de prêter à 40% pour son logement. Je croyais que c'était
plafonner à 30 ou 33% des revenus. Non, parce que dans ces 40%, elles tiennent compte des allocations familiales pour donner les crédits. Alors c'est autre chose, mais c'est plus facile aujourd'hui d'acheter. Pour donner les crédits, et aujourd'hui, les familles sont dans des difficultés financières. Alors c'est un autre sujet, mais c'est parfois plus facile d'acheter, Catherine Le Morton, quand on est en contrat précaire, que de louer d'ailleurs aussi. Mais enfin bon, ça c'est un autre sujet. On en fera une autre émission ultérieurement. On continue ce débat autour de cette proposition de moduler les frais de santé. Qu'en pensez-vous? Qu'on vous rembourse différemment selon votre mode de vie, si vous buvez, si vous fumez, des cotisations qui pourraient varier également. Ça n'est pas à l'ordre du jour, je tiens à le rappeler quand même pour ceux qui s'en inquiéteraient. Néanmoins, c'est une idée aujourd'hui qui progresse. Aujourd'hui en français, on en débat tous ensemble. J'attends vos appels 0826 300 300. Seul contre tous. Seul contre tous. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Seul contre tous, on parle ce matin d'une idée qui avance petit à petit, la modulation des frais de santé. Comme cela se fait déjà pour les allocations familiales, loin de l'idée de Catherine Le Morton, notre invitée ce matin, députée PS de Haute-Garonne, de vouloir faire avec la santé, avec la Sécu, ce que l'on a fait pour les allocations familiales. Où en est-on sur sudradio.fr, Kevin, justement? 52% des votants vont dans votre sens et disent qu'il faut moduler les frais de santé. Voilà, Philippe est avec nous, un auditeur nous appelle. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Bonjour. Alors vous souhaitiez réagir, vous êtes pour ou contre cette idée d'une moduler les frais de santé selon comment vous vivez, selon si vous buvez, vous fumez, faites de la moto, les comportements à risque. Qu'en pensez-vous? Oui. D'autres risques, je vis à la campagne, pas en ville, j'aurai pas de stress des particules fines, je veux dire, on va pas s'arrêter. Vous avez les pesticides à la campagne, c'est bien aussi, Philippe. Oui, ok, mais voilà, je pense qu'on est quand même en démocratie, on peut pas... qu'est-ce qu'on va faire là? Chaque personne a sa vie et malheureusement, on peut pas tout maîtriser, il y a des risques. Voilà, alors moi je pense que il faut penser à ceux qui ont moins, surtout. Et peut-être que les personnes qui souhaitent moduler, peut-être qu'elles ne font pas partie des gens qui ont le moins. Voilà, mon idée c'est ça. Voilà, donc j'en ai assez moi de voir ce monde-là où chacun veut faire pour sa part et ne pas cotiser. Moi ça m'énerve. Voilà. Bon. Si vous voulez réagir de cette façon-là, ne le prenez pas mal. Hein. Mais pas du tout, Philippe, vous êtes le bienvenu. Vous êtes le bienvenu, voilà. Bien sûr, évidemment. Vous revenez quand vous voulez. Mais vous restez avec nous d'ailleurs, Philippe. On va vous faire réagir à la suite du débat. Alors, c'est vrai que pour revenir très concrètement à notre débat du jour, l'idée de moduler les frais de santé, ce qui impliquerait du coup de transmettre des informations. Ça, c'est vrai, clairement, Catherine Le Morton, c'est un peu le rêve des sociétés comme Google aujourd'hui, qui vous incitent en permanence à transmettre vos données de santé. Je veux dire, aujourd'hui, vous faites du jogging avec votre téléphone portable, vous avez votre fréquence cardiaque, tout ça. Ça, ce sont des données qui sont collectées, qui sont utilisables. Il y a un immense marché derrière de la e-santé, comme on dit. Ça peut être un argument pour justifier, par exemple, aller voir son assureur et lui dire, voilà, moi, je cotise tant de complémentaires santé, j'aimerais bien payer moins. Regardez, je vous coûte pas cher, moi, je vous rapporte beaucoup d'argent. C'est vrai que c'est le fantasme un petit peu d'une société ultra connectée, ultra fliquée aussi, Catherine Le Morton. Vous en pensez quoi? Oui, c'est vrai, et je rejoins ce qu'a dit Monsieur le Prince Ringuet tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on tombe dans une société de l'individualisation. C'est ça où l'idéologie néolibérale des années 50 a fait son chemin. Je remercie Monsieur Sarkozy qui l'a accéléré d'ailleurs. Et donc c'est vrai qu'on voit des réactions aujourd'hui assez particulières. Moi qui étais pharmacienne, quand j'ai commencé ma carrière en 84, jamais je n'entendais la réflexion que je vais vous citer là, que j'entends depuis une dizaine d'années, quand il y a par exemple une petite partie qui n'est pas remboursée sur du matériel médical. Qu'est-ce qu'on nous dit maintenant? Mais avec tout ce que j'ai cotisé, mais non, mais c'est pas normal. Et on est prêt même à faire de la délation sur son voisin qui fait venir le médecin chez lui alors qu'il n'en a pas besoin. Enfin, jamais il y a 30 ans, les gens raisonnaient comme ça. Ils mettaient dans le pot commun en se félicitant de ne pas en bénéficier parce qu'ils n'étaient pas malades. Alors qu'aujourd'hui, on entend ce type de réflexion. Et il y avait moins de vignettes bleues il y a 30 ans. Et ça veut bien dire que les gens sont plus du tout dans l'appartenance à un corps social. C'est en ça que Monsieur le Prince Ringuet avait raison. Et c'est vrai que c'est une dérive qui fait peur. Mais quand on parle de flicage, je suis désolé, mais quand vous faites un prêt aujourd'hui à la banque, qu'est-ce qu'on vous demande de remplir au niveau des assurances? Êtes-vous fumeur? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Est-ce que vous vous êtes fait opérer? Donc ça existe déjà. Ce que ne demande pas la sécurité sociale. La sécurité sociale, elle ne vous pose pas cette question. Là, on vient de voter dans la loi santé quelque chose de très important, puisque tout le monde, ça tourne autour du tiers payant, mais il n'y a pas que ça qui a été voté de bien. On a voté le droit à l'oubli
important, le droit à l'oubli pour les assurances. Ouais. Les gens qui ont eu un cancer, on dirait qu'ils l'ont Ouais. toute leur vie alors qu'ils sont guéris. Donc tout ça, ça va être fini. Quant aux données de santé... De l'autre côté, vous poussez pour le DMP, le dossier médical personnalisé, Oui, voilà. qui sera consultable par la Sécurité sociale. C'est-à-dire qu'officiellement, on ne vous dira pas qu'on sait votre état de santé, mais on le saura quand même. Je veux dire, voilà, il faut arrêter l'hypocrisie là-dessus. Quand vous parlez des données de santé, les données de santé, moi je les vois comme quelque chose de positif, pas dans l'objectif du débat que vous avez ouvert aujourd'hui. Les données de santé, pour moi, elles doivent servir à ce que les politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche, c'est même pas ça le sujet aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que les politiques de santé qu'on mène marchent. C'est ça les données de santé. Le Mediator, si on a vu l'open data, l'ouverture des données de santé, on aurait très vite vu que la prescription de Mediator suivait bizarrement quelques années après des prescriptions dues à des problèmes de valves. Oui. Et donc, on aurait pu faire un rapprochement en se disant « Oula, qu'est-ce qu'on est en train de créer quand on prescrit du Mediator ?» C'est ça, les données de santé. Elles doivent servir à lire les politiques. Je suis d'accord. Je vais me faire un peu l'avocat du diable dans cette histoire-là. Denis Le Prince-Ringuet, effectivement, dans le cadre de la collecte des données, open data, on imagine bien que ça pouvait servir à éviter un scandale Mediator. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut très bien aussi s'en servir pour justifier une augmentation de cotisation demain. Je veux dire, rien n'est exclu. Moi, je suis plutôt favorable. Je vous dis, au fond, je suis plutôt favorable à cette idée de transmettre ces données volontairement, qu'on sache quand ça se fait. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on transmet des données sans savoir où ça atterrit. Et ça, c'est problématique. Vous en pensez quoi, vous, Didier Le Prince-Ringuet ? Je pense que c'est comme dans tous les nouveaux outils. Il y a beaucoup de bons et puis il y a beaucoup de risques. Donc, il faut être très vigilant. Vous savez, moi je suis aussi professionnellement dans une société de l'information. On fait très très attention à toute la protection des données et je pense que c'est absolument essentiel parce que comme Madame Le Hortan, je ne veux pas vivre dans une société de flicage. Maintenant, il y a évidemment l'usage de la société de l'information est excellent quand il s'agit de mieux partager les données pour éviter les risques. Voilà, je pense pas qu'après il faille rentrer, parce qu'il faudrait voir les choses de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus globale, forcément dans des modulations de cotisation. Je pense pas que ce soit le rôle de la sécurité sociale de rentrer dans cela. Non, mais si ça se fait, de toute façon, Didier Le Prince-Ringuet, on sait très bien que c'est pas la Sécu qui modulera son niveau de remboursement. Ça se fera au niveau du privé, plutôt au niveau des complémentaires, des mutuelles, qui vous diront, qui vous inciteront en vous disant, donnez-nous la preuve que vous mangez sainement, que vous faites du sport, vous avez un mode de vie sain et équilibré, et en contrepartie, on vous fera une baisse de cotisation. C'est fort peu probable qu'on dise, prouvez-nous que vous mangez mal et que vous fumez, et comme ça, on vous augmentera vos cotisations. À la limite, c'est beaucoup moins commercialement valable. Non, mais à partir du moment où c'est des mutuelles privées, où il y a un jeu de concurrence qui joue, après, au moins, les gens sont raisonnables et puis peuvent comparer. Donc ça, s'il y a cette liberté-là, tout va bien. Je pense. Mais parce qu'il y aura d'autres personnes qui le marché sera tel qu'effectivement, j'espère qu'après, il y aura des mutuelles qui répondront aux besoins des gens. Oui, ça va être comme l'élimination à la nouvelle star. On ne votera pas pour sortir quelqu'un, mais pour le garder. Mais au final, ce sera exactement le même principe. Catherine Lemorton, on vous incitera demain à transmettre vos données de santé pour justifier, quand vous demandez de cotiser moins cher. Il existe des législateurs qui mettront des remparts à ça. Enfin, en tout cas, je l'espère. Il faut savoir aujourd'hui qu'il vaut mieux être cadre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur qu'ouvrier dans le Nord-Pas-de-Calais. On a 8 ans d'espérance de vie en moins quand on vit là-haut et qu'on est ouvrier. Donc les politiques de santé aujourd'hui, c'est pour réduire ces inégalités. Il est sûr que dans le raisonnement, dans le principe qui conduit notre débat aujourd'hui, on est très loin de réduire les inégalités. Aujourd'hui, on sait très bien que l'obésité, 6,5 millions de personnes sont en surpoids, en obésité, touche beaucoup et essentiellement les couches populaires les plus défavorisées parce qu'elles n'ont pas les moyens de manger correctement, au sens acheter des légumes frais parce que c'est cher, au sens acheter de la viande fraîche tous les jours. Oui, mais ça c'est un faux argument, je pense, Catherine Lemorton. Non, c'est pas un faux argument. Non, si c'est un faux argument. C'est pas un faux argument, non. En France, non, mais vous avez raison sur le constat, vous avez tout à fait raison. On le sait, on a les chiffres. La mauvaise alimentation est un facteur aggravant et qui conduit à l'obésité, c'est clair. Mais par contre, derrière, il y a comme une illusion de gratuité ou de quasi-gratuité du système de santé, ce qui fait que 86% des Français dans l'enquête de Loat disent qu'on est satisfait du système de santé. Mais il n'y a pas de gratuité puisque les gens, sur leur salaire, on leur prélève tous les jours les cotisations sociales. J'entends bien, mais quand vous allez chez le médecin, vous payez 23 €, la Sécu vous en rembourse 16, la mutuelle compense bref, vous payez qu'1 € votre consultation. On voit même pas la note passer. C'est financé par votre revenu. Mais bien sûr, mais vous l'avez déjà solvabilisé le système avant d'y rentrer. Mais vous savez bien que tous les salariés, tous les Français n'ont pas un raisonnement d'économiste comme cela. Et du coup, il y a quand même ce sentiment. C'est à nous le rôle des politiques. Exactement, c'est le rôle des politiques de le rappeler. Voilà. Si je
juste rappeler, madame, vous me permettez? Oui. Et monsieur aussi. Allez-y. C'est vrai que cet équilibre entre cotisation et allocation, remboursement, prestations, etc. est super important et c'est le rôle des politiques de le montrer. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est qu'aujourd'hui, j'aurais une proposition concrète à faire, que ce soit pour les retraites, pour la santé ou pour la politique familiale. Gardons ce principe, je cotise en fonction de mes ressources, donc plus j'ai de ressources, plus je cotise, plus je finance, et je reçois en fonction de mes besoins. Aujourd'hui, ce qui me choque beaucoup, c'est que pour maintenir un système contre lequel les socialistes devraient être opposés, celui des retraites, où finalement, plus je cotise, plus je reçois. Vous êtes d'accord que les retraites, c'est ça, plus je cotise, plus je vais recevoir. Pour maintenir ce système-là, alors qu'il est à bout de souffle et qu'il est en déficit, pour remplir ce déficit-là, on crée un système où plus je cotise, moins je reçois, la politique familiale, alors que si on convient que le système je cotise en fonction de mes revenus, je reçois en fonction de mes besoins est juste, on devrait plutôt attaquer le système où plus je cotise, plus je reçois pour 300 milliards, plutôt que d'attaquer celui qui était effectivement basé sur le même principe que celui qu'on défend. Oui, enfin, il y a une incohérence absolument incroyable c'est pas une incohérence. à attaquer la politique familiale pour remplir le déficit des caisses de retraite. C'est absolument incohérent. Alors, je vous rappelle quand même qu'on a pris en 2012 la branche familiale avec un déficit pas possible. Il fallait faire quelque chose parce que sinon, c'était la mort de cette branche. Donc, il fallait bien prendre des mesures. Non, vous connaissez les sources du déficit de la branche famille, madame. Ensuite, oui, d'ailleurs, vous savez ce qu'avait fait le précédent mandat et c'était pas nous, les précédents. Non, madame, c'est du vol entre la branche famille et la branche retraite, vous le savez très bien. Oui, mais c'était pas nous. C'était avant, c'était pas nous. Non, le milliard 3 de recettes, sur la comparer la vieillesse retraite, c'est vous, madame. avec la santé, c'est pareil, c'est erroné. Madame, le milliard 3 de recettes, la vieillesse, on va y arriver. Et si on a la chance de vivre longtemps, on peut bénéficier de sa retraite. Il est normal qu'ensuite, on bénéficie de la retraite en fonction de ce qu'on a cotisé dans sa vie. La santé étant aléatoire. Il y a des gens qui vivront toute leur vie sans avoir un cancer et d'autres qui en auront un à 25 ans. Pour que les auditeurs comprennent, on veut financer à 800 millions les caisses de la branche famille, alors qu'on lui a pris 1,2 milliard qu'on a donné à la branche retraite. C'est un peu une supercherie. Je ne parle pas du financement des majorations de pension pour les retraités qui ont plus de 3 enfants. Je parle des recettes fiscales qui ont été financées par la branche famille qu'on a attribuées à la branche retraite. Alors c'est simplement Didier Le Prince-Ringuet, le débat est un petit peu technique là. Néanmoins, il va falloir qu'on interrompe la discussion sur cette idée de moduler les frais de santé comme les allocations familiales et globalement, on voit qu'on a ouvert la porte de ce débat qui va se continuer et qui reviendra à n'en pas douter puisqu'effectivement, ça fait partie des idées qui sont un petit peu dans l'air du temps. Ça ne plaît pas trop d'ailleurs à Catherine Lemorton qui était notre invitée ce matin, députée PS de Haute-Garonne. On tiendra, nous dit-elle. Engagement, on verra ça en 2017. Merci à vous Didier Le Prince-Ringuet, co-porte-parole des familles plumées, d'avoir été avec nous. On termine sur quel rapport de 55% sont d'accord, 55% des votants sont d'accord avec vous et disent qu'il faut moduler les frais de santé.